Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière, un peu à l'arrache parce que je vous ai demandé sur Instagram qu'est-ce que vous pensiez des dernières vidéos et vous avez été beaucoup à me dire que c'était pas assez naturel par rapport au live, etc. Je peux comprendre en vrai, donc j'ai décidé en fait de pratiquement pas écrire la vidéo, juste vous parler avec le cœur comme je le ferai en live. Aujourd'hui on parle de mes lectures du mois de juillet, il y a eu pas mal de lectures. Je pensais avoir été pas mal freiné par Far Sector, qui m'a occupé un bon 10 jours, et finalement, en revenant un peu sur mes lectures, je me suis dit, ah non, j'ai quand même pas mal de trucs à leur proposer. Le premier, c'est Les 7 secrets. Le tome 2, c'est toujours par Tom Taylor et Daniele Di Nicuolo. Alors pour ceux qui se rappellent pas trop l'histoire des 7 secrets, on est dans un monde où les 7 secrets les plus dangereux du monde sont enfermés dans des mallettes, et ces mallettes, elles vont être protégé par des duos, donc un gardien et un protecteur. Du coup, on va suivre le personnage qui est juste ici, qui va être un nouveau gardien. Ce que je peux vous dire, c'est que les quelques réserves que j'avais à la fin du tome 1, j'avais un peu peur sur la direction que ça pouvait prendre. Totalement effacé, j'ai vraiment pris mon pied. C'est un tome qui met plein de choses en place, et qui en même temps se permet de faire plein de twists, qui sont pas lourds, etc. Mais du coup, il y a plein de retournements de situation, et c'est hyper agréable à lire. Petit à petit, on s'accroche à l'univers que propose Tom Taylor, et on s'accroche aux personnages. En fait, les personnages sont de plus en plus développés, même ceux qu'on voyait pas trop dans les premiers tomes, sont de plus en plus développés. Du coup, c'est kiffant de ouf. Au niveau des dessins, je suis toujours trop content de retrouver Di Nicuolo, parce que je vous avais dit pour le tome 1 que ça ressemblait pas mal à du jeu vidéo. Et en ce moment, nous, on joue pas mal à Apex Legends, et si jamais ce jeu devait être adapté en bouquin, j'aimerais que ce soit dessiné par Di Nicuolo, parce que vraiment, son style s'y prête trop bien. Et le fait de devoir protéger les mallettes, etc., on peut voir ça comme un jeu aussi. Donc, ça fait trop bien le taf. C'est très numérique. Pour les gens qui aiment pas trop ça, je préfère prévenir, c'est très numérique comme dessin, mais moi ça me plaît forcément, donc là-dessus, c'est clairement pas un point faible. Et en réalité, les 7 secrets, ça a pas beaucoup de points faibles. C'est vraiment fait pour me plaire. Alors, ce sera pas ma lecture de l'année, ça sera pas le truc qui va me retourner le cerveau, mais ça me plaît carrément. Donc, j'ai très hâte pour le tome 3. Je pense qu'on va devoir attendre un petit peu. Et moi, je vous conseille toujours les 7 secrets. Voilà, foncez si vous savez pas quoi lire en ce moment, c'est hyper divertissant. Que demander de plus? Et on reste chez Delcourt avec un comics que j'ai attendu tellement longtemps. Je parle évidemment de Radiant Black. Je vous en ai parlé dans la vidéo achat, puisque comme les 7 secrets, je l'ai acheté à Paris, donc si vous avez raté la vidéo achat, elle est toujours dispo, et donc j'attendais beaucoup Radiant Black pendant des semaines et des semaines. Le plot me chauffait quand c'était déjà annoncé aux US. Ça a continué de me chauffer quand les gens ont commencé à en parler arrivé en France, et en plus, ça a été marketé comme pour les fans d'Invincible. Donc en vrai, j'ai foncé. Je vous en ai fait une petite critique sur Instagram en collaboration avec Fox Company Limited. Mais pour ceux qui n'auraient pas Instagram, je vais vous en reparler ici. Donc l'histoire, en fait, c'est l'histoire de Nathan. Nathan, il essaye d'être auteur, écrivain depuis pas mal d'années, et il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à écrire, il a cette fameuse syndrome de la page blanche. Et en réalité, pourquoi il a le syndrome de la page blanche? Parce qu'il se passe pas grand-chose, en fait, dans sa vie. C'est un peu un raté, voilà, c'est le cliché du mec raté, il est obligé de retourner vivre chez ses parents dans sa petite ville d'enfance, parce qu'il est fauché. Et du coup, arrivé dans cette ville, il va rentrer en contact avec une sorte d'artefact un peu cosmique, qui va lui procurer tout simplement les pouvoirs du Radiant. Et c'est une sorte de Power Rangers. C'est un peu comme ça que ça a été décrit par beaucoup. Et à partir de là, sa vie, elle change de tout au tout. Donc la première chose, c'est que moi, je me suis pas mal reconnu dans le personnage principal, dans ce mec qui a des passions, mais en même temps, il n'y arrive pas trop à plonger dedans. Donc je me suis trop bien retrouvé dans ce mec-là. Et du coup, j'ai vraiment bien aimé Radiant Black, même s'il y a beaucoup de défauts. Déjà, la première chose, c'est que je trouve que c'est pas lui rendre hommage que de le comparer à un mélange d'Invincible et de Power Rangers. C'est pas trop ça en vrai. Alors déjà, du Invincible, il y en a pratiquement pas dedans. Power Rangers, ça parle design des personnages, pas grand chose d'autre non plus. Si ce n'est le fait qu'il va y en avoir de plusieurs couleurs aussi, quoi. Mais je crois au contraire que Kyle Higgins, il a appris des frustrations en écrivant sur Power Rangers pour créer son propre univers. Et je pense que c'est bien plus intéressant comme ça. C'est typiquement la lecture popcorn. Tu prends ton pied à lire ça. Mais comme je disais, il y a pas mal de défauts, et le premier, c'est que ça va vite. Ça va très vite. Ça s'arrête pas. C'est-à-dire que le gars, on t'explique sa situation en 3 pages, 2 secondes après, il est en super-héros, 2 secondes après, il maîtrise ses pouvoirs, 2 secondes après, il est contre l'antagoniste. Enfin, vraiment, ça va à une vitesse folle. Ce qui peut être quelque chose qu'on aime bien. Moi, j'avoue que j'aime bien, un peu comme Invincible, justement, qu'on mette en place l'univers petit à petit, surtout quand c'est prévu pour beaucoup de tomes avec des spin-offs et tout, c'est important. Là, il se pose pas trop de questions.
ça fonce, ça fonce. Et je crois que c'est un peu pour ça que je considère ça comme une lecture popcorn. Mais du coup, un peu comme Seven Secrets, bah, je vais continuer avec plaisir Radiant Black. Je vais continuer avec plaisir, j'ai hâte de voir où est-ce qu'il nous amène, et surtout comment est-ce qu'il va réussir à faire exploser son univers dans tous les sens. Donc j'ai trop hâte. Alors on continue par un bouquin, ça me fait plaisir de l'avoir lu. Le seul livre de Mathieu Bablet que j'avais dans ma bibliothèque, qui est La Belle Mort, donc son premier ouvrage publié. Et du coup, j'ai lu ça. J'ai commencé à le lire en live, et puis je l'ai continué chez moi, en fait. Évidemment, je peux pas parler de La Belle Mort sans faire un gros coucou à Fabien Kamewabunga, qui m'a offert ce bouquin très généreusement. Merci à toi, poto. Et je vais pouvoir te dire ce que j'en ai pensé, du coup. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte, déjà ? Bah, c'est une histoire post-apocalyptique, dans laquelle une sorte de race alien insectoïde a décimé toute la population, a repris les villes. On est dans une sorte de New York, Chicago un peu, bah vous voyez, hein, totalement délabré. Et du coup, on a ce groupe-là qui va être un groupe de survivants. Et on va voir un peu leurs relations évoluer, se détériorer, etc. Ça va être un peu le concept. Et déjà, bah, c'est le truc que j'ai beaucoup aimé, c'est déjà le principe de base. En gros, les récits post-apocalyptiques, j'en ai pas lu des masses. Même si je vous ai fait une vidéo sur Walking Dead il y a pas longtemps. Donc du coup, j'étais content de découvrir à la fois Bablet et à la fois un nouveau récit dans ce genre-là. J'aime les idées qu'on nous donne, les insectoïdes, la reine des insectes, ce que les personnages sont réellement, etc. Ça m'a plu. Maintenant, si je continue sur le scénario, le truc qui m'a moins plu, c'est la fin. Je trouve que c'est un peu rushé, et je pense qu'il aurait pu aller peut-être encore plus loin dans son délire. Et j'ai l'impression... On dirait que l'auteur est presque aussi perdu que nous, alors que je suis sûr que non, il maîtrisait son sujet, mais moi j'avoue que j'étais un peu perdu à la fin, parce que ça va trop vite en fait. Alors qu'on te pose l'univers pendant des pages, et ça prend son temps et c'est cool, mais derrière, un peu trop rapide. Mais quand on achète un Mathieu Bablet, apparemment, on y va autant pour le scénario que pour le dessin, puisque c'est lui qui fait les deux. Et là, je comprends pourquoi directement. En fait, le gars, il arrive à dessiner les architectures d'une manière que j'ai rarement vue ailleurs. Alors déjà, il faut le voir faire. Si jamais vous regardez pas sa chaîne Twitch, Mathieu Bablet, il dessine son prochain comics en live, etc. Faut le voir faire, c'est impressionnant. Je pense pas que ça va le vexer ce que je vais dire. Autant je trouve que l'architecture est magnifique, je trouve que les décors, même en intérieur, où c'est pas forcément des grands bâtiments, c'est hyper fouillis, il y a plein de petits détails qui sont trop cool à regarder. Autant quand il s'agit de l'humain, j'ai un peu plus de mal. Je pense que c'est un style qui va trouver son public, et qui a trouvé son public d'ailleurs, parce que c'est sorti il y a plus de 10 ans. Moi, j'avoue que la tête des humains, j'ai un peu de mal. Hein. Mais c'est hyper intéressant de voir à quel point il a évolué là-dessus, à quel point il a dessiné de moins en moins d'humains aussi dans certains de ses textes. Et du coup, je pense que le reste sera plus fait pour moi parce que la SF, parce que pas ces humains-là. Et en même temps, j'aime beaucoup son verbe, son phrasé, sa poésie en fait. Surtout au tout début, j'étais en live et quand j'ai découvert ça, j'étais en mode mais quoi ? Les bulles sont tellement stylées. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé La Belle Mort, plus sur le début que sur la fin. Je vais pas dans l'ordre chronologique de ce que j'ai lu avant, après, donc ça c'est la dernière lecture que j'ai eue ce mois-ci. Mais il nous en reste encore pas mal. Et c'est Moon Knight. Je sais pas ce qui m'a pris. Il était même pas en priorité dans ma palle. Mais des fois ça arrive. C'était un soir. J'avais envie de lire un truc. Et les 100%, ça a cet avantage de se lire assez vite. Et j'avais envie de lire du Moon Knight. Donc j'ai lu du Moon Knight. Donc l'histoire se déroule après le run dans lequel Moon Knight est un Avengers. Et a priori, de ce que j'ai compris, il a plus ou moins failli causer la fin du monde à cause de Khonshu. Donc il va revenir aux bases. En fait, il va revenir dans la rue, sous la lune, pour venir aider la veuve et l'orphelin, quoi. Il va créer la mission de minuit, qui est donc le nom de ce tome 1. Et la mission de minuit, voilà, c'est tout simplement des gens qui viennent demander de l'aide à Moon Knight pour des affaires plus ou moins sombres, et pour qu'il remplisse son rôle de super-héros en fait. Donc on va évidemment avoir tout ce côté justicier, et en même temps, il y a un autre truc très intéressant, c'est que, vous le savez, Moon Knight c'est ce personnage qui a un trouble dissociatif de l'identité, qui est à la fois Moon Knight et du coup à la fois aussi Mr. Knight, et du coup on va suivre les séances de psy de Mr. Knight imposées par les Avengers après tout ce qui s'est passé, et ça c'est trop cool. J'aime trop cette idée, même si vous allez voir, je trouve que c'est pas assez exploité encore. Puis on va avoir plein de nouveaux personnages qui vont arriver, notamment Zodiac qui arrive, et également Hunter's Moon qui est trop badass. Moi j'ai mis quelques temps avant de me décider à le lire, et qu'est-ce que je suis con, c'était trop bien, j'ai adoré. Il y a beaucoup la vibe du Daredevil de Zdarsky, ce personnage qui retourne dans les rues
en quête de rédemption de lui-même, etc. Je trouve qu'il y a vraiment une vibe Daredevil, quoi. L'univers, bah, il est trop cool. Maintenant, il y a quelques trucs que je regrette qu'ils soient pas assez présents, parce que je dis du Moon Knight aussi à cause de la série, soyons honnêtes, et je voulais qu'il y ait peut-être un peu plus de lien avec les dieux égyptiens, donc c'est probablement pas dans ce run, mais dans d'autres. J'aurais aimé que son TDI soit un peu plus développé, qu'on en parle un peu plus, surtout quand il est avec la psy. Je trouve qu'on passe vite dessus. Et puis, je trouve que c'est pas encore assez violent par rapport à ce que j'aurais pu attendre. Au niveau des scénarios, je sais pas si c'était le Moon Knight qu'il me fallait. Même si j'ai pris un pied monstre, c'est peut-être pas le Moon Knight que j'aurais dû lire. N'hésitez pas à me proposer vos runs préférés de Moon Knight dans les commentaires. Je pense que beaucoup vont me proposer celui de l'Émir, par exemple. Mais n'hésitez pas parce que je pense que je vais continuer sur le personnage. Mais au niveau des dessins, bah j'en attendais pas grand chose des dessins de Cappuccio, parce que la cover c'est celle de McNiven, donc évidemment elle attire l'œil, mais moi je voulais voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et bah Cappuccio, il fait un sacré taf. La manière dont il dessine la nuit et les rues, déjà c'est hyper efficace. Et déjà bah, c'est trop cool parce que forcément tu lis du Moon Knight, il faut déjà réussir ça. Mais surtout, que ça soit Hunter's Moon ou Moon Knight, leur cap, l'ombre dans les personnages, etc., ça te plonge dedans. J'ai adoré, il y a presque son coup de feutre qu'on voit ressortir, je trouve ça trop cool, visuellement c'est trop beau. Et ce qui est bien, c'est que t'as l'impression qu'ils rencontrent Moon Knight, et que petit à petit ils font un peu connaissance. Petit à petit il arrive de mieux en mieux à le dessiner, il se permet de plus en plus de choses sur la cape, sur le masque de Mr. Knight, ce genre de choses. Et du coup bah, j'aime trop cette sensation de... Bah, le dessinateur il progresse en même temps que nous dans l'histoire. Bon, et toutes les covers, que ce soit celles du run, celles qui sont mises entre les pages, etc., c'est à chaque fois des claques. Je restais 5 minutes sur chaque page. Rien que cette cover-là, elle est juste exceptionnelle. Donc je vais lire la suite de Moon Knight. Je pense qu'on va d'abord attendre de diminuer un peu la palle, mais je me le mets dans les favoris pour la suite, parce que j'ai vraiment hâte de voir ce qui a été fait dessus. Rapidement, ce mois-ci, j'ai également lu Lock and Key. Lock and Key, vous le savez, c'est l'œuvre de Joe Hill, mais je vais pas revenir dessus dans cette vidéo-là, désolé tout le monde. Promis, je vous en parle très bientôt. En fait, je vous en parle mi-août, à la sortie de la saison 3 de Lock and Key. Comme ça, on dédie une vidéo entière à Lock and Key, j'ai pas besoin d'y passer seulement 2 minutes dans celle-ci. Je pense que ça vaut au moins ça. En parlant de vidéos qui ont été faites, je vous ai également fait une vidéo sur Far Sector qui est sortie la semaine dernière. Ma plus grosse déception de 2022, donc je vais pas revenir dessus, mais simplement ça faisait partie de mes lectures du mois. C'était dans la pile. Je vous le montre, et puis je vous mets également le lien, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo. Avant de passer à la dernière lecture du mois, je vous invite évidemment à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me dire ce que vous en avez pensé, à la fois de ce ton un peu plus casu, et à la fois, qu'est-ce que vous avez lu ce mois-ci? Allez, vous avez vu la vidéo à Paris, vous savez que j'ai acheté Prodigy de Mark Millar, un nouveau Mark Millar dans la collection. Qu'est-ce que j'ai pensé de celui-là? Alors, qu'est-ce que c'est déjà que Prodigy? Prodigy, ça nous raconte l'histoire d'Edison Crane. Et Edison Crane, un peu comme dirait PZK, c'est le mec parfait zéro défaut. On est à quel moment de ma carrière de youtubeur quand je place PZK? C'est dur là. Hein. En gros, c'est le mec qui est le plus intelligent sur Terre. Chaque fois qu'il voit une information ou quoi, son cerveau l'enregistre. Du coup, ça fait de lui également l'homme le plus riche. Forcément, facile de devenir riche quand on est l'homme le plus intelligent. Et du coup, Edison, il va très vite devenir un intervenant pour la police, comme dans plein de séries télé. On pense à Mentalist, on pense à FBI du très spécial, Lie to Me, Scorpion, bref, il y en a partout, ça s'arrête jamais. C'est un truc qui est très utilisé. Et du coup, probablement que Mark Netflix, Millar, arrivera probablement à faire une série dans ce genre-là. Donc il utilise tout ça, toute son intelligence, son argent pour contrer des menaces terroristes, aliens, cosmiques, tout ça. Et on arrive très vite dans ce qui fait que pour moi, Millar va avoir ses limites à un moment. C'est que il a une super idée à la base, et je crois qu'il devrait la donner à quelqu'un d'autre. C'est terrible ce que je suis en train de dire. Mais Millar a des idées folles, il n'arrive pas à les développer. En fait, j'ai pris mon pied au début, parce qu'on présente le personnage, en fait on présente le principe. Le personnage, comment il est devenu ce qu'il est devenu, comment il a appris tout ça, ça c'est super cool. Mais dès qu'on commence à te plonger dans une enquête en particulier, c'est chiant parce qu'il résout tout direct. Il y a quelques twists. Je vais pas te dire que je les ai vus venir, mais j'étais pas surpris. En fait, il est jamais en difficulté. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme des rebondissements et tout dans le récit? Je crois pas.
Le gars est juste trop fort. Donc il est pas mis en difficulté et c'est gênant, c'est tout lisse. Donc voilà, Prodigy, encore une fois, bah, comme n'importe quel Millard, pratiquement, hein, c'est une lecture très facile, très rapide. Un bon moment de passer, je vais pas dire le contraire, j'ai passé un bon moment, mais je replongerai pas dans cet univers-là. Et je suis pas sûr de pouvoir le conseiller. Quitte à acheter un Millard, aller sur d'autres récits dont j'ai déjà parlé, à la Kick-Ass par exemple, qui sont bien plus intéressants. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo lecture du mois de juillet. J'ai pas mal lu, ce sera pas le cas le mois prochain, hein, puisque je pars en vacances, je vous rappelle, si jamais vous suivez pas les lives. Donc je vais beaucoup moins lire. En tout cas, je vous ai préparé des petites vidéos pour les vacances, donc vous devriez pas avoir de soucis pour les voir. Et puis nous, on se retrouve vendredi prochain pour la prochaine vidéo. D'ici là, les amis, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao tout le monde!